Les vagues s'écrasaient contre les rochers noirs de la côte bretonne, avec une violence qui semblait porter en elle toute la colère de l'océan Atlantique. Étienne Moreau ajusta sa capuche contre le vent glacial de novembre, qui fouettait son visage tanné par des années d'expéditions solitaires. À 35 ans, cet homme aux cheveux châtains ébouriffés et aux yeux verts perçants avait exploré chaque recoin de cette côte sauvage, mais ce soir-là, quelque chose dans l'air salé lui murmurait qu'il allait découvrir bien plus qu'une simple crique inconnue. Son sac à dos pesait lourd sur ses épaules, chargé de matériel photographique, de carnets de notes et de cette boussole en cuivre que son père lui avait léguée avant de disparaître en mer 20 ans plus tôt. Étienne suivait un sentier escarpé qui serpentait entre les ajoncs et les bruyères, ses bottes de randonnée glissant parfois sur les pierres mouillées par les embruns. La tempête qui s'annonçait avait vidé les plages de tous les promeneurs habituels, ne laissant que lui et ses démons personnels face à l'immensité océanique. Il avait choisi cette région isolée près de Kermoal, un village de pêcheurs qui semblait suspendu entre le passé et le présent, où les maisons de granit gris se dressaient comme des sentinelles face aux assauts répétés de l'Atlantique. Les habitants de ce coin perdu de Bretagne vivaient encore au rythme des marées et des saisons, perpétuant des traditions ancestrales que le monde moderne n'avait pas encore réussi à effacer complètement. C'était exactement le genre d'endroit où Étienne espérait trouver des traces de l'histoire maritime qui l'obsédait, des indices sur le naufrage qui avait emporté son père et tant d'autres marins courageux. Le bruit des vagues couvrait presque entièrement les autres sons de la nuit, mais l'oreille exercée d'Étienne perçut quelque chose d'inhabituel porté par le vent, des voix humaines, graves et déterminées, qui semblaient venir de la crique qu'il s'apprêtait à explorer. Il ralentit son pas et se dirigea prudemment vers le rebord de la falaise, s'agenouillant derrière un amas de rochers pour observer la scène qui se déroulait une vingtaine de mètres plus bas. Ce qu'il découvrit le glaça d'horreur et d'incrédulité. Une dizaine d'hommes du village, qu'il reconnut aux vestes cirées jaunes typiques des pêcheurs bretons, entouraient une jeune femme aux cheveux bruns, attachée en chignon désordonné. Elle portait un manteau beige trempé et déchiré, et même dans l'obscurité relative, Étienne pouvait voir qu'elle tremblait autant de froid que de peur. Ses mains étaient liées derrière son dos avec des cordes grossières, et son visage, bien qu'à distance, exprimait une détermination farouche malgré la terreur évidente de sa situation. « Elle a apporté le malheur sur notre village depuis qu'elle est arrivée », criait un homme corpulent que Étienne identifia comme étant Loïc Kergoat, le patron de l'une des principales coopératives de pêche locales. Sa voix portait dans le vent avec l'autorité de quelqu'un habitué à commander. 3 bateaux ont eu des accidents cette semaine, 2 hommes à l'hôpital, et les filets reviennent vides depuis qu'elle a commencé à fouiller dans nos affaires avec ses histoires d'archéologie. La femme redressa la tête avec défi, ses yeux sombres brillant d'une intelligence et d'un courage qui impressionnèrent Étienne, malgré la distance qui les séparait. « Je vous répète que je ne suis qu'une chercheuse », répliqua-t-elle avec un accent qui trahissait des origines méditerranéennes, probablement grecques. « Les accidents sont une coïncidence malheureuse, mais ils n'ont rien à voir avec mes recherches historiques. Vous ne pouvez pas me tenir responsable des caprices de la mer. » Un autre pêcheur plus jeune, avec une barbe rousse clairsemée, s'avança vers elle en brandissant un objet que Étienne ne parvenait pas à distinguer clairement dans la pénombre. « Et ça, qu'est-ce que c'est alors? Ces vieilles pierres que tu as déterrées près du phare, avec tous ces symboles bizarres? Depuis que tu les as sortis de terre, la mer est en colère contre nous. Mon grand-père disait toujours qu'il ne fallait jamais déranger ce qui dort sous les rochers. » Étienne sentit son cœur s'accélérer en réalisant que la situation était bien plus grave qu'il ne l'avait d'abord pensé. Ces hommes, poussés par la superstition et la peur, s'apprêtaient visiblement à commettre l'irréparable. Il fouilla rapidement dans sa mémoire pour se rappeler tout ce qu'il savait sur les traditions locales, les légendes de noyades rituelles qui parsemaient le folklore breton, ces histoires sombres où les communautés côtières sacrifiaient parfois des étrangers pour apaiser la colère supposée de l'océan. La femme, qu'il commençait à admirer pour son courage face à cette situation terrifiante, continua à plaider sa cause avec une éloquence remarquable, malgré les circonstances. « Je m'appelle Sofia Dimitriou, je suis archéologue à l'université d'Athènes, et je peux vous prouver que mes recherches n'ont aucun lien avec vos problèmes de pêche. Ces artefacts que j'ai découverts datent de l'époque où les marins grecs commerçaient avec les Celtes, il y a plus de 2000 ans. Ils témoignent d'échanges culturels pacifiques, pas de malédiction ou de superstition. Mais ces explications rationnelles ne semblèrent faire qu'attiser la colère et la méfiance des pêcheurs. Loïc Kergoat fit un geste autoritaire de la main,
et plusieurs hommes se rapprochèrent de Sophia pour la saisir fermement par les bras. « Assez de tes beaux discours de citadine, gronda-t-il. La mer réclame ce qui lui appartient, et tu partiras avec la marée montante. C'est la seule façon de rétablir l'équilibre et de protéger nos familles. » Étienne comprit instantanément qu'il ne pouvait pas rester simple spectateur de cette scène horrible. Chaque fibre de son être, façonnée par des années de solitude et de quête personnelle, se révoltait contre l'injustice qui se déroulait sous ses yeux. Cette femme, cette Sophia, qui défendait la science et la vérité face à l'obscurantisme, méritait mieux que de devenir la victime d'une superstition cruelle et anachronique. Sans réfléchir davantage aux conséquences, il se redressa et commença à dévaler le sentier rocailleux qui menait à la crique, son cœur battant à tout rompre, alors qu'il se précipitait vers un destin qu'il était encore loin d'imaginer. Étienne dévalait le sentier escarpé avec une agilité forgée par des années d'exploration en terrain difficile, ses pieds trouvant instinctivement les prises les plus sûres entre les rochers glissants. Son esprit fonctionnait à toute vitesse, évaluant les options qui s'offraient à lui pour sauver cette femme sans se faire tuer dans l'opération. 10 hommes contre 1, dans l'obscurité, sur un terrain qu'il connaissait mieux que lui. Les probabilités n'étaient clairement pas en sa faveur, mais quelque chose au fond de lui refusait catégoriquement d'abandonner Sophia à son sort tragique. En approchant de la crique, il put distinguer plus clairement les visages des pêcheurs éclairés par les lampes torches qu'ils portaient. La plupart étaient des hommes qu'il avait croisés au village lors de ses précédentes explorations, des gens ordinaires transformés par la peur et les superstitions en une foule vengeresse. Il reconnut Yann Morvan, le boulanger dont il achetait parfois du pain, Pierrick Le Goff, qui tenait la petite épicerie près du port, et même le jeune Gaël Kerguelen, à peine 20 ans, qui semblait hésiter et regarder la scène avec un mélange de fascination et de dégoût. Sophia avait cessé de plaider et se tenait maintenant droite et digne face à ses accusateurs, comme si elle avait accepté son destin tout en refusant de leur donner la satisfaction de la voir s'effondrer. Ses cheveux bruns flottaient dans le vent salé, et malgré ses vêtements trempés et déchirés, elle dégageait une noblesse naturelle qui contrastait violemment avec la brutalité primitive de la situation. Étienne fut frappé par la ressemblance troublante entre cette scène et certaines peintures romantiques qu'il avait vues dans les musées, ces représentations dramatiques de sacrifices antiques où la beauté et la tragédie se mêlaient dans un élan artistique saisissant. « Attendez !» cria-t-il soudain en surgissant de l'ombre, sa voix portant avec autorité dans l'air nocturne. Les pêcheurs se retournèrent vers lui avec surprise, certains levant leurs lampes pour l'identifier dans la pénombre. « Qu'est-ce que vous faites exactement ? Je suis Étienne Moreau, l'explorateur qui documente la côte bretonne, et je vous garantis que ce que vous vous apprêtez à faire va attirer sur vous et sur votre village une attention que vous ne souhaitez pas. » Loïc Kergoat plissa les yeux en le reconnaissant, son visage buriné exprimant un mélange de méfiance et d'agacement face à cette interruption inattendue. « Moreau, qu'est-ce que tu fous ici par une nuit pareille ? Cette affaire ne te regarde pas, retourne à tes rochers et à tes légendes, et laisse-nous régler nos problèmes comme on l'entend. » Étienne s'avança prudemment, gardant ses mains bien visibles pour montrer qu'il ne représentait pas une menace immédiate, tout en évaluant mentalement les distances et les positions de chacun. « Vos problèmes ? Vous appelez ça résoudre vos problèmes ? Vous allez assassiner une femme innocente parce que vous avez peur de quelques vieux cailloux qu'elle a déterrés ? Vous croyez vraiment que ça va améliorer votre situation ?» Sophia leva les yeux vers lui avec un mélange de surprise, de gratitude et d'espoir qui lui serra le cœur. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle n'était plus seule face à ses accusateurs, et cette simple présence masculine à ses côtés semblait lui redonner un peu de courage. « Monsieur, » dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée, « je vous en supplie, dites-leur que mes recherches sont purement scientifiques. Je ne suis qu'une universitaire qui étudie les liens historiques entre nos civilisations. » Le jeune Gaël fit un pas en arrière, visiblement troublé par l'intervention d'Étienne. « Monsieur Moreau, vous ne comprenez pas ? Depuis qu'elle est arrivée il y a une semaine, tout va mal. Mon père a failli se noyer hier quand son filet s'est pris dans les rochers, et le bateau des frères Guilloux a eu une voie d'eau mystérieuse au retour de la pêche. On dirait que la mer nous en veut. » Étienne comprit qu'il devait jouer sur plusieurs tableaux. Rassurer ces hommes terrifiés tout en protégeant Sophia, et surtout gagner du temps pour trouver une solution qui ne se terminerait pas par un bain de sang. « Écoutez-moi bien, » dit-il en haussant la voix pour couvrir le bruit des vagues qui se faisaient plus violentes. « Je connais cette côte mieux que quiconque. J'ai étudié tous les accidents maritimes de la région depuis 20 ans. Vos problèmes de pêche correspondent exactement au moment où les conditions météorologiques se sont dégradées. Regardez le ciel.
Sentez le vent. Nous sommes au début d'une tempête qui va durer plusieurs jours. Pierrick Le Goff secoua la tête avec obstination, ses mains crispées sur la corde qu'il tenait. Tu dis ça pour la défendre, Moreau. Mais nous, on sait ce qu'on voit. Cette étrangère a dérangé des choses qui auraient dû rester enterrées. Et maintenant, on paie le prix. Nos grands-pères nous ont transmis la sagesse de nos ancêtres, et cette sagesse dit qu'il faut parfois faire des sacrifices pour protéger la communauté. Sophia intervint alors avec une passion qui surprit tout le monde par son intensité. Vos grands-pères avaient raison de respecter la mer et ses mystères, mais ils se trompaient sur les causes et les effets. Les artefacts que j'ai découverts près du phare ne sont pas des objets maudits. Ce sont des témoignages d'amitié entre vos ancêtres et les miens. Des marins grecs ont vécu ici, se sont mariés avec des femmes bretonnes, ont fondé des familles et contribué à la richesse de votre région. Je peux vous le prouver si vous me donnez une chance. Cette révélation fit l'effet d'une bombe dans le groupe de pêcheurs. Plusieurs d'entre eux échangèrent des regards incertains, comme si cette information remettait en question des croyances profondément enracinées. Étienne saisit immédiatement cette ouverture et décida de jouer le tout pour le tout. Vous voyez, cette femme ne cherche pas à détruire votre héritage. Elle veut le compléter, l'enrichir. Et moi, je peux vous aider à comprendre comment ces découvertes peuvent même améliorer votre situation économique. Des sites archéologiques bien mis en valeur attirent les touristes, créent des emplois, apportent de la prospérité. Mais Loïc Kergoat ne se laissait pas facilement convaincre par des arguments rationnels. « Assez de belles paroles », rugit-il. « Moi j'ai 40 ans de pêche derrière moi et je sais reconnaître quand la mer est en colère. Cette femme doit partir avec la marée, point final. » Il fit un geste brutal, et 2 hommes se précipitèrent vers Sophia pour la traîner vers le rivage, où les vagues commençaient à lécher les rochers, avec une violence croissante. Ce fut le moment que choisit Étienne pour passer à l'action, puisant dans ses réserves de courage et dans cette détermination farouche qu'il avait toujours poussé à explorer les endroits les plus dangereux de la côte bretonne, conscient que le destin de cette femme extraordinaire dépendait maintenant entièrement de ses choix et de sa capacité à affronter ses propres peurs. Étienne bondit comme un félin, sa formation d'explorateur ayant développé ses réflexes et sa capacité à réagir instantanément face au danger. Il attrapa le premier pêcheur par l'épaule, le faisant pivoter brutalement avant de lui asséner un coup de poing précis au plexus solaire qui le plia en 2, haletant. Dans le même mouvement, il saisit la lampe torche qui tombait des mains de l'homme et l'envoya valser contre les rochers, plongeant une partie de la crique dans l'obscurité partielle qui rendait les mouvements plus imprévisibles et dangereux. « Lâchez-la immédiatement !» hurla-t-il par-dessus le fracas grandissant des vagues, sa voix portant une autorité et une détermination que personne n'avait anticipées de la part de ce solitaire habituellement discret et réservé. Le deuxième homme, qui tenait Sophia, hésita une fraction de seconde, suffisamment longtemps pour qu'Étienne puisse lui porter un coup de genou dans les côtes qui le fit lâcher prise en gémissant de douleur et en titubant vers l'arrière. Sophia, libérée temporairement de l'emprise de ses ravisseurs, recula instinctivement vers Étienne, ses liens aux poignets l'empêchant de fuir efficacement, mais son instinct de survie la poussant à chercher protection auprès de son sauveur inattendu. « Attention derrière vous !» cria-t-elle alors que Pierrick Le Goff se ruait sur Étienne avec une gaffe de pêche levée au-dessus de sa tête, comme une massue primitive, ses yeux brillants d'une rage alimentée par la frustration et la peur ancestrale. Étienne pivota avec l'agilité d'un danseur, esquivant de justesse le coup qui siffla à quelques centimètres de son crâne, et profita de l'élan de son adversaire pour le déséquilibrer d'une poussée bien placée dans le dos. Pierrick s'étala lourdement sur les galets humides, sa gaffe roulant hors de portée dans un fracas métallique qui se mêla au grondement de plus en plus menaçant de la tempête qui approchait avec une violence prometteuse de chaos et de destruction. « Vous êtes devenus fous !» lança Étienne aux autres pêcheurs qui se rapprochaient en formant un demi-cercle menaçant autour de lui et de Sophia, leurs visages déformés par un mélange de superstition et de colère collective. « Regardez-vous, vous êtes en train de devenir des meurtriers pour protéger quoi? Des superstitions moyenâgeuses? Vos enfants seront fiers de vous quand ils apprendront que vous avez noyé une innocente par une nuit de tempête? Vous croyez vraiment que vos ancêtres auraient approuvé un tel acte de barbarie? » Ces paroles eurent l'effet escompté sur plusieurs hommes du groupe, notamment sur le jeune Gaël qui baissa les yeux avec honte, manifestement troublé par les implications morales de leurs actions, et sur Yann Morvan qui fit un pas en arrière en murmurant quelque chose d'inaudible, probablement une prière ou une excuse adressée à sa conscience torturée. Mais Loïc Kergoat, rendu fou furieux par cette résistance inattendue à son autorité patriarcale,
sortit un couteau de pêche de sa ceinture et le brandit vers Étienne avec des gestes menaçants et saccadés. « Tu veux jouer au héros, Moreau? Très bien, mais tu vas découvrir que la mère prend ce qu'elle veut, et ce soir elle veut cette femme. Si tu t'opposes aux traditions de nos ancêtres, aux lois non écrites qui ont protégé notre village pendant des siècles, tu partiras avec elle dans les profondeurs éternelles. » Ses yeux brillaient d'un fanatisme dangereux dans la lumière vacillante des lampes torches restantes, et Étienne comprit qu'il avait affaire à un homme qui avait basculé dans une forme de folie collective alimentée par la peur, l'ignorance et peut-être aussi par la frustration d'une vie dure de pêcheur, confronté aux caprices imprévisibles de l'océan. Sophia, malgré sa position précaire et la terreur qui lui serrait la gorge, ne put s'empêcher d'admirer le courage exceptionnel de cet homme qui risquait sa vie pour sauver une parfaite inconnue sans rien demander en retour. « Monsieur Moreau, dit-elle d'une voix ferme malgré les circonstances dramatiques qui les entouraient, vous n'êtes pas obligé de faire cela pour moi. Je comprends que vous ayez votre propre vie à protéger, vos propres rêves et projets à réaliser. Cette situation ne vous concerne pas directement. » Étienne se tourna brièvement vers elle, et dans l'éclat fugace de leurs regards qui se croisaient sous la lueur tremblante des flammes, quelque chose de profond et d'inexplicable passa entre eux, comme un courant électrique invisible qui reliait leurs âmes dans un moment de pure connexion humaine. C'était comme si cette femme éveillait en lui des sentiments qu'il avait enfouis depuis la disparition tragique de son père, une envie de protéger, de se battre pour quelqu'un d'autre que lui-même, de donner un sens plus grand et plus noble à sa quête solitaire qui l'avait mené jusqu'à cette crique maudite. « Je fais ce qui est juste, » répondit-il simplement, mais ces mots portaient en eux tout le poids de sa décision de changer radicalement le cours de sa vie, de passer de l'observation passive à l'action directe, de l'isolement volontaire à l'engagement total pour une cause qui dépassait ses préoccupations personnelles et ses obsessions du passé. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit agile, née de sa connaissance approfondie de la géographie locale et des légendes maritimes qui peuplaient cette région depuis des temps immémoriaux. « Kergoat » appela-t-il en reculant prudemment vers les rochers qui bordèrent la crique, cherchant à gagner du temps et de l'espace de manœuvre. « Tu parles des traditions de tes ancêtres, mais tu oublies la plus importante et la plus sacrée d'entre elles, le droit d'asile. Toute personne qui parvient à atteindre la chapelle Saint-Guénolé avant l'aube a le droit à la protection divine et communautaire. Même les criminels les plus endurcis bénéficient de cette grâce ancestrale, cette référence à une tradition bretonne authentique et profondément enracinée, que la plupart des pêcheurs avaient entendue dans leur enfance de la bouche d'eux. Leur grand-mère pieuse sema le trouble dans leur rang, comme une pierre jetée dans un étang calme. La chapelle en question, perchée sur un promontoire rocheux à environ 2 kilomètres de là, était effectivement un lieu de refuge traditionnel que même les plus superstitieux et les plus vindicatifs respectaient depuis des générations, car elle représentait la volonté divine qui surpassait toutes les querelles humaines. Plusieurs hommes baissèrent leurs armes improvisées, manifestement ébranlés par cet argument qui touchait à leurs croyances les plus profondes et les plus inébranlables, celles qui avaient été transmises de père en fils à travers les siècles de tradition orale bretonne. Même dans leur colère et leur peur, ils ne pouvaient ignorer complètement le poids de cette loi non écrite qui faisait partie intégrante de leur identité culturelle et spirituelle. Mais Loïc ne l'entendait pas de cette oreille, sa rage ayant dépassé le point où la raison et la tradition pouvaient encore l'atteindre. « Il n'y aura pas d'asile pour celle qui a apporté la malédiction sur nos familles, sur nos enfants, sur notre gagne-pain », rugit-il en chargeant vers Étienne, son couteau tendu devant lui comme un poignard vengeur, ses pas résonnant lourdement sur les galets mouillés. « Et toi, Moreau, tu vas apprendre ce qu'il en coûte de défier la volonté collective d'un village uni face au danger. » Étienne esquiva l'attaque de justesse, sentant la lame siffler dangereusement près de sa joue droite, laissant une fine estafilade qui brûlait dans l'air salé. Dans le même mouvement fluide, il attrapa Sophia par le bras et l'entraîna vers l'escalier naturel, formé par les rochers qui menaient vers le sentier côtier serpentant le long de la falaise. « Courez vers la chapelle !» lui cria-t-il tout en parant tant bien que mal les coups répétés et acharnés de Kergoat. « Suivez le sentier qui longe la falaise. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul chemin praticable par cette tempête. » Mais Sophia, malgré sa peur légitime et l'urgence dramatique de la situation, ne pouvait se résoudre à abandonner l'homme qui risquait courageusement sa vie pour elle sans la connaître. « Je ne peux pas vous laisser seul face à eux. Mes mains sont liées, mais je peux au moins vous aider à... » Elle fut brutalement interrompue par l'arrivée de 3 autres pêcheurs menés par Yann Morvan, qui avaient contourné habilement les rochers pour leur couper la retraite,
leur visage déformé par une détermination implacable à accomplir ce qu'ils considéraient comme leur devoir sacré envers leur communauté menacée par des forces qu'ils ne comprenaient pas. Le vent hurlait maintenant avec une violence inouïe, soulevant des embruns glacés qui fouettaient leurs visages et rendaient chaque mouvement plus difficile et plus dangereux. Étienne réalisa avec une clarté soudaine qu'ils étaient pris au piège entre la mer déchaînée et ces hommes transformés en bêtes sauvages par la superstition collective. C'est alors que son regard tomba sur un détail qui changerait tout. Parmi les objets que Sophia avait laissés tomber dans sa chute, il aperçut un médaillon ancien en bronze, partiellement enfoui dans le sable humide, qui brillait étrangement sous la lumière vacillante des torches restantes. Étienne se pencha rapidement et ramassa le médaillon en bronze qui scintillait dans le sable, reconnaissant immédiatement les symboles gravés sur sa surface patinée par les siècles. Son cœur s'arrêta un instant. Ces motifs entrelacés, mi-celtes, mi-grecs, étaient identiques à ceux qu'il avait vus sur la boussole de son père, celle-là même qu'il portait dans son sac depuis 20 ans, sans jamais comprendre leur signification véritable. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il levait l'objet vers la lumière vacillante des torches, révélant des détails qui bouleversaient complètement sa compréhension du passé. « Ce médaillon », murmura-t-il, sa voix presque inaudible dans le vacarme de la tempête qui se déchaînait maintenant, avec une fureur apocalyptique. « Sophia, d'où vient-il exactement ? Il est identique au symbole que mon père avait gravé sur sa boussole avant de disparaître en mer. » Sophia, malgré le danger imminent qui les entourait, écarquilla les yeux avec stupéfaction, comprenant instantanément l'importance de cette révélation extraordinaire. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. Ce médaillon appartenait à Dimitri Papadopoulos, un marin grec qui a vécu ici au XIXe siècle. Selon mes recherches, il s'était marié avec une Bretonne et avait fondé une famille avant de disparaître mystérieusement lors d'une tempête. Ses descendants ont conservé ce médaillon pendant des générations, et je l'ai retrouvé avec les autres artefacts près du phare. Loïc Kergoat, qui s'était immobilisé à quelques mètres d'eux, observait cette scène avec un mélange de confusion et de rage croissante. « Qu'est-ce que vous complotez encore avec vos histoires d'objets maudits ?» rugit-il. Mais sa voix portait maintenant une note d'incertitude qui n'échappa pas aux autres pêcheurs groupés autour d'eux. « Peu importe vos mensonges, cette femme doit disparaître avec la marée montante. » Mais Étienne avait soudain compris quelque chose d'essentiel, une vérité qui changeait radicalement la donne et qui pourrait peut-être sauver leur vie. Il leva le médaillon bien haut, s'assurant que tous les hommes présents puissent le voir distinctement dans la lueur des flammes. « Regardez bien cet objet, tous! Yann, Pierrick, Gaël, vous tous qui prétendez défendre les traditions de vos ancêtres. Ce médaillon porte les armoiries de la famille Moreau gravées à côté des symboles grecs. Mon arrière-arrière-grand-père était Dimitri Papadopoulos, et sa femme était Marie Moreau, ma trisaïeule. Cette révélation tomba comme un coup de tonnerre sur l'assemblée des pêcheurs, créant un silence soudain qui contrastait violemment avec le grondement incessant des vagues qui se brisaient contre les rochers avec une violence de plus en plus destructrice. Plusieurs hommes échangèrent des regards troublés, se rappelant soudain les histoires que leur grand-mère leur racontait sur les familles mélangées d'autrefois, ces unions entre marins étrangers et femmes locales qui avaient enrichi le patrimoine génétique et culturel de leur région. Le jeune Gaël fut le premier à baisser complètement son arme improvisée, ses yeux fixés sur le médaillon avec une fascination mêlée de respect. « Monsieur Moreau, dit-il d'une voix hésitante, si ce que vous dites est vrai, alors cette dame n'est pas une étrangère qui nous veut du mal. Elle recherche l'histoire de votre famille, qui est aussi une partie de l'histoire de notre village. » Sophia, comprenant l'importance cruciale de ce moment pour leur survie commune, prit la parole avec toute la conviction et la passion scientifique dont elle était capable. « Exactement. Les accidents de pêche que vous avez subis ne sont pas liés à mes découvertes archéologiques, mais au changement climatique qui modifie les courants marins et les comportements des poissons. J'ai les données météorologiques qui le prouvent, ainsi que les cartes historiques qui montrent que des phénomènes similaires se sont déjà produits par le passé, bien avant mon arrivée. » Yann Morvan, le boulanger dont le visage buriné reflétait maintenant plus de réflexion que de colère aveugle, s'approcha lentement d'Étienne et examina attentivement le médaillon sous tous les angles. « Par tous les saints !» murmura-t-il en reconnaissant effectivement les armoiries familiales gravées dans le bronze ancien. « Je me souviens que ma grand-mère parlait d'un grec qui avait épousé une Moreau il y a très longtemps. Elle disait qu'il connaissait les secrets de la mer mieux que quiconque. » Loïc Kergoat, sentant son autorité et sa certitude s'effriter face à ces révélations inattendues,
fit un dernier effort désespéré pour maintenir sa position de chef inflexible. « Tout cela ne change rien », hurla-t-il. Mais sa voix manquait maintenant de la conviction qui l'avait animé plus tôt. « Les accidents continuent, nos familles souffrent, et cette femme reste responsable d'avoir dérangé des choses qui auraient dû rester enterrées. Médaillon ou pas, tradition ou pas, elle doit payer pour le malheur qu'elle a apporté. » Mais Étienne venait de comprendre autre chose d'encore plus important en examinant le médaillon sous la lumière. Gravé au dos, presque effacé par le temps, il y avait une inscription en grec ancien que Sophia pourrait sans doute déchiffrer. « Sophia, pouvez-vous lire ce qui est écrit ici ?» demanda-t-il en lui tendant l'objet malgré ses mains toujours liées. « J'ai l'impression que c'est crucial pour comprendre toute cette histoire. » Sophia se pencha vers le médaillon, plissant les yeux pour distinguer les caractères presque invisibles dans la pénombre agitée. « C'est du grec ancien, » dit-elle avec excitation. « Ça dit, celui qui unit les eaux unit les peuples, et la mer bénit ceux qui honorent ses deux rives. Étienne, je crois que votre ancêtre Dimitri était une sorte de médiateur entre les communautés grecques et bretonnes, quelqu'un qui facilitait les échanges commerciaux et culturels. Cette révélation finale eut un effet magique sur les pêcheurs restants, même sur Loïc, qui commençait visiblement à douter de la justesse de ses actions. L'idée que leurs ancêtres avaient non seulement accepté, mais célébré la présence d'étrangers, qui apportaient prospérité et connaissance, remettait en question toutes leurs certitudes sur les dangers supposés des influences extérieures. Pierrick Le Goff, qui s'était relevé de sa chute et essuyait le sable de ses vêtements trempés, s'approcha du groupe avec une expression nouvelle sur son visage marquée par les embruns. « Si nos arrière-grands-pères ont vécu en paix avec des étrangers qui respectaient nos traditions, tout en apportant les leurs, peut-être que nous nous trompons depuis le début, » admit-il avec une humilité touchante. « Peut-être que les vrais problèmes viennent d'ailleurs, de notre propre peur du changement et de notre refus d'écouter ce que cette dame essaie de nous enseigner. » Étienne sentit une immense vague de soulagement déferler sur lui, mélangée à une émotion plus profonde qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, celle d'appartenir enfin à quelque chose de plus grand que sa quête solitaire, de faire partie d'une histoire familiale et communautaire qui donnait un sens nouveau à toute son existence d'explorateur isolé. En regardant Sophia, dont les yeux brillaient de gratitude et d'une admiration évidente pour son courage, il comprit que cette nuit avait changé à jamais le cours de leurs deux vies, les unissant dans une aventure commune qui ne faisait que commencer. Loïc Kergoat, finalement vaincu par l'évidence historique et la pression morale de ses compagnons, laissa tomber son couteau sur les galets avec un bruit métallique qui résonna comme une capitulation définitive. « Peut-être que nous nous sommes trompés, » admit-il péniblement, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa défaite et de ses remords naissants. « Si cette femme est liée à l'histoire de nos familles, si Moreau dit la vérité sur son héritage, alors nous avons failli commettre un crime terrible contre l'une des nôtres. » Gaël s'empressa de s'approcher de Sophia pour couper ses liens avec un couteau de poche, libérant enfin ses poignets meurtris par les cordes rugueuses. « Madame, nous vous devons des excuses, » dit-il avec une sincérité touchante, « et nous aimerions beaucoup en apprendre davantage sur cette histoire de famille mélangée dont nos grands-mères nous parlaient trop parfois le soir, au coin du feu. » Sophia massa délicatement ses poignets endoloris tout en souriant avec une grâce remarquable, montrant une capacité de pardon qui impressionna tous les hommes présents. « Il n'y a rien à pardonner, » répondit-elle avec douceur. « Vous protégiez votre communauté comme vous le pensiez juste. Maintenant, nous pouvons travailler ensemble pour découvrir les vraies merveilles que recèle l'histoire de votre région, et peut-être même développer un projet touristique qui apportera prospérité à Kermoal, tout en honorant votre patrimoine. » Étienne s'approcha d'elle, tenant toujours le médaillon précieux dans sa main, et leurs regards se croisèrent avec une intensité nouvelle qui n'échappa à personne. « Sophia, » dit-il d'une voix douce chargée d'émotion, « accepteriez-vous de m'aider à retrouver d'autres traces de l'histoire de ma famille ? Je sens que nous avons à peine effleuré la surface d'un mystère bien plus vaste et plus beau que tout ce que j'avais imaginé. » Elle hocha la tête avec enthousiasme, ses yeux pétillants d'une joie partagée. « Avec plaisir, Étienne. J'ai l'impression que nos destins étaient liés bien avant cette nuit, et que Dimitri et Marie nous ont guidés l'un vers l'autre à travers les siècles. » Puis, se tournant vers les pêcheurs qui les observaient avec respect et curiosité, elle ajouta « Et j'espère que vous accepterez de partager avec nous les histoires et les légendes de vos familles, car elles sont le véritable trésor de cette région. » La tempête commençait lentement à s'apaiser, comme si la réconciliation humaine avait eu un effet magique sur les éléments naturels eux-mêmes, et les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon.
Étienne prit doucement la main de Sophia, leurs doigts s'entremêlant naturellement tandis qu'ils regardaient ensemble le soleil naissant transformer la mer agitée en un miroir doré. Dans cette crique où la haine avait failli triompher, l'amour venait d'écrire sa première page, et le médaillon de Dimitri brillait dans la lumière nouvelle comme une promesse que certaines histoires n'ont jamais vraiment de fin.